Prometheus, der den Menschen den Blitz ausgeliefert hatte. Les Vendredis de la Philosophie, en partenariat avec le Collège international de philosophie. Von Hephaistos, dem Schmied, an den Kaukasus befestigt. Aujourd'hui, Philosophie en situation, présentée par François Noudelman. Le sujet, est-on propriétaire de ses idées? Von seiner Leber. Wo ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner Leber. La découverte d'une idée ne fait pas de nous son propriétaire, car la vérité et la raison ne sont pas une possession individuelle. Pourtant, les notions d'œuvre, d'auteur, de droit intellectuel ont introduit une conception nouvelle de la propriété sur les idées. Pour prétendre à une autorité et à une souveraineté sur les choses de la pensée, il a fallu plusieurs conditions historiques et théoriques. Les querelles sur le plagiat, l'extension des privilèges accordés aux écrivains, les mythologies attachées au génie créateur ont concouru à individualiser l'usage des idées. Au nom de quoi peut-on revendiquer un droit sur l'activité et les résultats de la pensée? Sont-ils assimilables à des produits objectifs? Les récents conflits sur la propriété intellectuelle, notamment liés aux pratiques de l'Internet, réactualisent à nouveau frais la réflexion sur la nature des idées. Il y a quelques décennies seulement, les théories du texte sans filiation, les usages de la parole neutre, la mise en valeur des dispositifs structuraux ont remis en cause cette revendication d'une autorité personnelle du sujet pensant. L'affirmation marchande de l'auteur propriétaire a-t-elle alors aujourd'hui repris le dessus? C'est une question que je vais poser à mes invités. Claude Coste, qui est professeur à l'Université de Grenoble, Bernard Edelman, qui est avocat et qui enseigne aussi à l'École des hautes études en sciences sociales, et Gilles Philippe, professeur aussi à l'Université de Grenoble. Alors j'aimerais commencer par une question à Bernard Edelman, qui est l'auteur d'un livre, Le Sacre de l'auteur, et qui retrace justement toutes ces conditions historiques et théoriques de la naissance donc de l'auteur, et commencer par une référence à Montaigne. Montaigne, on sait, utilisait beaucoup de citations, il était nourri de culture grecque et latine, et pourtant il rejetait les arguments d'autorité. Citer Platon ne prouve rien à l'appui d'un argument, objectait-il, et il employait la métaphore de la digestion. Reprendre l'idée d'un auteur, pour Montaigne, c'est se l'approprier en la digérant, de sorte que les idées des autres, eh bien finalement, ce sont les nôtres lorsqu'on les reprend, elles nous appartiennent, du moment qu'on les reprend à son compte. On pourrait dire qu'alors l'idée l'emporte sur son auteur. Alors Bernard Edelman, j'aimerais que vous commentiez peut-être cette approche de Montaigne dans la grande fresque que vous dressez depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours sur cette notion de propriété d'une idée. Est-ce que quand on reprend une idée, on peut dire qu'elle est la nôtre? La question est relativement complexe parce que même à l'heure actuelle, dans le droit contemporain, nous ne sommes pas propriétaires des idées. Nous avons une formule un peu canonique qui consiste à dire que les idées sont de libre parcours. Donc c'est pas tellement être propriétaire de l'idée, c'est être propriétaire de la forme qu'on donne à l'idée. Ce que dit Montaigne m'évoque deux choses, comme ça, au pied levé, là. Ça m'évoque deux choses. Premièrement, ça m'évoque toute la grande tradition à la fois de l'Antiquité et du Moyen-Âge et qui ira jusqu'au milieu du XVIIIe siècle avec la naissance du génie et de la singularité, c'est-à-dire la tradition de la mimésis. Bon, je vais pas vous apprendre que dans l'Antiquité, vous avez des textes d'Horace, des textes de Sénèque, etc. La grande chose, c'est de reprendre ce qu'ont dit les autres en y mettant une petite pointe de singularité absolument minuscule pour dire j'existe quand même dans la grande collectivité. Donc Montaigne se situe dans ce paradigme. Il y a une deuxième chose qui me frappe, c'est que je connaissais pas ça de Montaigne. C'est qu'il anticipe un peu Fichte. Parce que quand Fichte écrit son petit fascicule sur Haroun al-Rachid, qui est une petite fable sur la contrefaçon, il vient dire « J'ai digéré la critique de la raison pure, digéré, et une fois que je l'ai digéré,
elle m'appartient, mais elle m'appartient à condition que je lui donne une forme spécifique qui sera celle de ma façon de l'avoir digérée. C'est un peu ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est complexe parce que c'est une référence, une attitude aussi des stoïciens, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'est la propriété, parce que c'est pas la propriété d'une idée. On sait que pour les stoïciens, le corps non plus n'est pas une propriété individuelle. Donc, seule la raison nous appartient. Donc, c'est l'exercice aussi de la raison. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Philippe? Est-ce que vous trouvez que cette formule, cette attitude de Montaigne, elle est très datée ou conditionnée par aussi la naissance peut-être d'un sujet renaissant? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait l'avoir reprise dans une certaine forme d'écriture théorique ou de fiction? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Philippe? La question s'envisage sans aucun doute à différents niveaux. Bien sûr, elle est historiquement datée, cette position, et elle doit garder son épaisseur historique. On ne peut pas faire comme si Montaigne parlait de nos problèmes ou les envisageait dans nos termes. Et comme vient de le rappeler Bernard Edelman, effectivement, il y a toujours eu un problème de limite. Bernard Edelman parle très bien des deux corps du livre, du corps matériel du livre et du corps textuel du livre. Et puis il y a le problème surtout de la limite entre le deuxième corps du livre, le corps textuel, qui se prête à la citation, et le corps que forme l'appareil des idées qui sont mises en œuvre dans le discours. Et là, évidemment, la distinction va mettre très très longtemps à émerger, à se faire, à se stabiliser. Elle n'est pas stabilisée complètement. Dans quelle mesure peut-on considérer qu'effectivement il y a un endroit où le texte s'arrête et où l'idée existe par elle-même, et à ce titre est mise au débat au titre d'un bien commun et non plus mise au débat au titre du droit de citation qui revient à l'auteur. On n'en finit pas d'explorer ces limites avec les problèmes qui sont aujourd'hui les nôtres, et on a raison de prendre Montaigne comme une sorte de miroir d'un premier type de positionnement sur ce type de problématique. Oui. Je crois que c'est important la distinction que vous faites aussi, vous reprenez aussi sur les deux corps du texte du livre, c'est que effectivement on peut aborder le texte en lui-même, et donc par là même ce texte il est fait de sédimentation, de palimpseste, que il n'est jamais authentique ou singulier comme on pourrait le penser avec la mythologie d'un inventeur. Claude Coste, qu'est-ce que vous pensez de cette formule de Montaigne? Vous avez travaillé beaucoup sur Roland Barthes, entre autres. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît réfléchir effectivement, comme disait Gilles Philippe, nos questions sur la propriété intellectuelle? Dans le cas de Montaigne, il s'agit de citations quand même, citations plus ou moins explicitement présentées comme telles, mais il s'agit de citations. Donc, on a à la fois la question des idées et la question de la lettre même du texte. Donc c'est deux aspects un peu différents qui se retrouvent autour de la citation. Donc que faire par rapport à la citation? Il y a la loi a répondu, mais en même temps elle pose un problème toutes les fois qu'on joue avec elle. Quand Pérec cite sans le dire, est-ce qu'on peut l'accuser de plagiat? C'est un peu rapide. Contrefaçon. De contrefaçon. Oui, vous avez raison, de contrefaçon. Et donc il y a cet aspect-là qui est lié à la citation. Et il y a les idées. Je crois que dans le cas des idées, il faut penser comme Montaigne, c'est finalement un bon guide. Il faut ingérer les idées, mais je crois qu'on a tout intérêt à vivre les choses dans la clarté, dire les choses, dire les choses tout en sachant, voilà, je pars de là, j'ai lu tel texte, Fichte lit Kant, comme vous le disiez, voilà, et maintenant je vais au-delà, de la même manière qu'un théologien qui travaille sur un texte religieux, de dit ce qu'il prend et ce qu'il va commenter. Mais ce qui m'apparaît, je termine sur ce que je voulais dire, intéressant dans Montaigne, c'est qu'il y a les deux problèmes, celui de la citation, donc de la lettre, et celui de l'idée. Et les deux se rencontrent. Oui, absolument. On va revenir d'ailleurs sur cette distinction. Bernard Edelman, j'aimerais bien que vous reveniez à propos de votre livre sur ce que vous appelez les deux révolutions qui conditionnent la naissance de l'auteur, révolution juridique et philosophique, où il s'agit de mettre l'homme au centre du droit. Vous dites finalement que ce qui est décisif, c'est la théorie de l'individualisme. Vous passez par Locke. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce que vous considérez comme le moment de basculement? Oui, le moment du véritable basculement qui est d'abord, pas d'abord d'ailleurs, qui est conjointement philosophique et juridico-philosophique. On peut pas dire qu'il y a d'un côté la philosophie, de l'autre côté le droit. C'est juridico-philosophique. On peut le dater, vous connaissez tous les problèmes de datation. Disons que ça se cristallise, pour être plus précis, ça se cristallise à la fin du XVIIe, juridiquement à la fois chez un auteur Doma,
qui est un auteur, un grand juriste dont on peut voir le buste dans le vestibule de la fac de droit, si les étudiants ont le courage de lever la tête. Un buste d'ailleurs très poussiéreux au demeurant. Bref, Domas, qui est, vous ne le savez peut-être pas parce qu'il faut bien connaître l'histoire du droit. Domas est un ami personnel de Pascal. Il fait partie de la mouvance de Port-Royal et on peut le considérer comme le Descartes du droit. C'est-à-dire, il fait une révolution un peu semblable à celle du cogito. En quoi ? Parce que Domas vient dire, contrairement à toute la tradition du digeste, c'est-à-dire à toute la tradition du droit romain, il vient dire c'est le sujet, enfin, il dit pas le sujet, c'est la personne qui est au cœur du droit. Comme Descartes dit, c'est le je qui est au cœur dorénavant de la philosophie. Donc Domas a introduit une révolution extraordinaire. D'ailleurs, il n'est pas tellement caduque, même à l'heure actuelle. Il dit ce qui est au cœur du droit, c'est le sujet, et ce qui donne la force au sujet, c'est la capacité juridique, c'est-à-dire sa capacité à comprendre ce qui le constitue comme sujet de droit. Donc il y a une sorte de perception de sa place dans le droit et de perception de sa constitution même de sujet que le droit lui donne, et qu'il reconnaît que le droit lui donne. Le droit est une sorte de cogitance, si vous préférez. Donc ça, c'est Domas, c'est fin 17e, 1680, 90, quelque chose comme ça. Et puis vous avez parallèlement, alors du point de vue de la constitution du droit d'auteur, vous avez Locke, bien sûr, le second traité sur le gouvernement civil, Locke qui vient dire, oui, implicitement, il y a le sujet au cœur du droit, et ce sujet est propriétaire de lui-même, et il est propriétaire des choses qui l'entourent. En d'autres termes, je vais très vite, bien sûr, le droit d'auteur naîtra de la conjonction entre la révolution juridique et, je n'ose pas parler de révolution philosophique, c'est pas une révolution philosophique, Locke, mais enfin disons, de la conjonction entre la révolution juridique et cette avancée philosophique, c'est-à-dire un sujet propriétaire de ses propres productions. Et à partir de là, va se développer dans le courant du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, va se développer cette réflexion juridico-philosophique qui retiendra, et on le voit bien chez Diderot par exemple, et chez Kant et Fichte, qui retiendra ce double fondement: le sujet est au cœur et le sujet est propriétaire. En deux mots. D'accord. Alors là, on est dans la définition donc d'un sujet, effectivement comme un individu propriétaire chez Locke. Et si on essaye de voir, on revient à la question du livre ou du texte. Et là, on va faire un saut pour revenir peut-être il y a quelques décennies à un débat fameux sur la contestation ou l'effacement justement de la souveraineté intellectuelle. Alors ce débat fameux, on va pas forcément y revenir tel quel sur la mort de l'auteur annoncée par Roland Barthes, mais enfin quand même, j'aimerais que on le revoie, non pas pour dire ah ça a été une belle utopie ou bien c'était une idiotie, comme bon il y a une tendance quelquefois aujourd'hui un peu réactionnaire à dire voilà tout ça c'était des fariboles de 68. En fait, qu'est-ce que voulait dire exactement la mort de l'auteur? Il faudrait peut-être rappeler la donne, c'est-à-dire que c'est une question critique, c'était un bord critique du texte où il s'agissait de rompre avec la psychologie, avec l'idée que il fallait toujours étudier la vie et l'œuvre d'un auteur. En fait, il ne s'agissait pas, je crois, de nier l'auteur, mais de donner la possibilité d'étudier un texte pour lui-même, pour ses structures, son fonctionnement interne. Alors, Claude Coste, j'aimerais, mais Gilles Philippe aussi, vous connaissez très bien tous les deux Roland Barthes, j'aimerais qu'on revienne justement sur cette notion de contestation de la figure de l'auteur comme père, et qu'on voit ce que ça signifiait du point de vue de la souveraineté intellectuelle. Claude Coste. Alors, vous parliez de 68, la mort de l'auteur est bien un article qui paraît en 68 dans Monteillard, c'est plus une coïncidence. Alors, je crois que cet article a fait couler beaucoup d'encre, on l'a beaucoup commenté, on a parfois commis des contresens sur le texte. De quoi s'agit-il? Je crois qu'il s'agit pour Barthes de rompre un lien très très fort que toute la critique qui précédait, disons la critique
post-lansonienne, si vous voulez, avait établi entre le texte et l'intention consciente de l'auteur. Autrement dit, un texte était le produit d'une intention consciente et une explication de texte ou le commentaire critique, c'était retrouver, expliciter l'intention consciente, ce qui a mené, il faut le dire, beaucoup de paraphrases. Parce que l'intention consciente est clairement exprimée dans le texte ou dans le paratexte, dans les préfaces. Alors on disait, Racine veut faire une tragédie avec rien, ce qui était parfaitement juste. Hein. On ne faisait que gloser, paraphraser au sens musical, ce sera plus gentil, hein, le texte, soit le paratexte, soit le texte lui-même. Donc Barthes a voulu montrer que un texte pouvait avoir une autonomie, non pas par rapport à l'auteur, me semble-t-il, mais par rapport à son intention consciente. Et nous savons bien qu'il y a des intentions inconscientes. Alors on peut analyser ça du côté de la psychanalyse, soit du côté de Sartre, par exemple. Il y a une volonté à l'œuvre, dans l'œuvre, hein, et il me semble que le travail de l'universitaire, c'est de ça dont on vit intellectuellement, c'est de faire apparaître aussi les structures, les motivations qui n'apparaissent pas forcément au premier abord. Donc il y a vraiment cette volonté chez Barthes de libérer le texte de l'intention consciente de l'auteur. Mais en même temps, ce texte est très, très complexe et très ambigu, parce que je l'ai relu hier soir, hein, pour être bien frais, hein, et savoir de ce dont j'allais parler. Ce qui est frappant, c'est qu'il est à la fois positif et négatif. Il y a à la fois une sorte de tristesse et de bonheur, de jubilation, ce texte. Alors la jubilation est du côté de Mallarmé. Ce serait cette utopie, non plus du poète qui chante ses malheurs, hein, mais qui chante la poésie. C'est la poésie qui parle. Et donc il y aurait quelque chose de l'ordre d'une parole qui irait au-delà de celui qui l'énonce. C'est la poésie qui parle. Bon, c'est l'absence de tout bouquet dans un autre domaine. Enfin, c'est au-delà du texte. On me parle, comme dirait Rimbaud cette fois-ci. Ça, c'est le côté positif. Hein. Il y a quelque chose qui s'exprime en moi et qui me dépasse. Et je crois que chez Barthes, ça correspond assez bien à ce que j'appellerais une sorte de mystique, mais une mystique sans Dieu, hein, une sorte de dépassement de l'individu. Hein. Je me fonds. Relisez les passages, le fragment d'un discours amoureux. Il y a cette volonté de la dilution dans quelque chose qui vous dépasse, hein, et qui dans vous quoi au début. Dans dilution, dans quoi? Dans quelque chose d'autre, une espèce de bonheur qui fait que les limites même de l'individu sont passées en quelque sorte. Hein. Il y a cet aspect-là chez Barthes, ce que j'appelle. Un moment, vous savez, il est dans un souk maghrébin et il entend toutes sortes de voix, une sorte de stéréophonie, et il n'est plus que le réceptacle de toutes ces voix. Il n'est plus un individu individualisé, pourrait-on dire. C'est l'écho sonore, quoi. Si vous voulez. Et il y a donc ce côté plutôt positif du côté de Mallarmé. Et puis, il y a un pan négatif qui apparaît avec Flaubert et Bois et Pécuchet. Au fond, nous ne faisons que nous répéter les uns les autres, ce que disait aussi Montaigne. Ma parole n'est pas individuelle parce que c'est tout simplement un tissu de citations, de lieux communs. Et donc, ça, c'est l'aspect négatif. Hein, il y a vraiment ces deux aspects qui me semblent qu'on n'a pas toujours bien mis en opposition. Oui. Hein. Alors, il me semble aussi que ce qui est dans l'enjeu aussi, dans la figure du sujet parlant, c'est rompre, je pense là à un autre passage de Barthes, c'est le texte, dans l'article pour le Supplément universaliste, où il dit, justement, ce qui est en jeu, c'est de sortir justement de la figure de l'auteur comme père. Et il dit que justement, il préfère la métaphore du réseau à celle de la filiation. Hein. Et je pense que ça c'est un enjeu très important qui d'ailleurs là pour le coup a beaucoup de connotations dans tous les textes qui paraissent à cette époque-là. Hein, c'est-à-dire sortir d'une appréhension d'un texte comme l'expression, comme aussi en rapport de filiation. Gilles Philippe, comment vous le concevez-vous ce débat aujourd'hui? Quitte à faire un peu de peine à mon collègue Claude Coste, je me demande si la formulation que Foucault donne à la question à quelques années près n'est pas au bout du compte plus intéressante pour nous aujourd'hui, plus ambitieuse, plus disons plus riche pour la réflexion que ne l'est celle de Barthes, pas simplement parce que effectivement il s'agissait pour Barthes de cristalliser un ensemble d'aspirations à se libérer dans l'approche littéraire d'un passé trop lié enfin trop ancré dans l'histoire proprement dite, mais parce que la façon dont Foucault pose la question de la fonction auteur part directement du texte, à savoir il s'agit de l'autorité que le texte s'instaure et dont on aurait besoin pour le comprendre, à savoir que on a dans le texte un ensemble
un ensemble à la fois de mots et d'idées, et pour que cela fasse sens, on a besoin de les rapporter à une instance extérieure qui est présente, mais qui au bout du compte est contestable, ou qui est une démarche, une façon de dire qui est historiquement ancrée. Bernard Edelman rappelle à très juste titre que on n'a pas eu besoin de l'auteur éternellement pour lire les textes. C'est-à-dire que par exemple, dans la tradition médiévale, on n'avait pas besoin de la notion d'auteur pour. Alors je sais bien que tout est plus compliqué que la façon dont je le rappelle, hein, mais on va faire comme si c'était une formulation à peu près acceptable. En tout cas, ce n'est pas une évidence qu'on ait besoin, quand on lit un texte, de se référer à une entité qui en assumerait les tenants, les aboutissants, et qui lui donnerait sa totalité organique. Et c'est en cela que Foucault a sans doute beaucoup plus inspiré la théorie littéraire ou l'herméneutique littéraire que n'a pu le faire Barthes, à mon avis, notamment parce que toute l'école des constructionnistes a pu trouver dans cette contestation d'un principe unifiant derrière le texte, eh bien l'occasion de renouveler ou de mettre en question beaucoup de pratiques, et pas simplement l'histoire littéraire, mais des choses qui sont de l'ordre de ce qui donne à nous comme une sorte d'évidence intuitive, à savoir il y a quelqu'un qui me parle dans ce texte, ce qui n'est pas une évidence. On peut lire un texte et le texte dit quelque chose, y a-t-il quelqu'un derrière qui garantit son autorité? Ce n'est pas une évidence, c'est une évidence, ça s'impose à nous sur le mode de l'évidence. Du point de vue descriptif ou du point de vue scientifique, ce n'est pas une évidence. Je vais vous faire entendre un petit extrait, et je vous demandais de réagir, notamment Bernard Edelman. On va écouter Godard. Comme moi, tous ces trucs-là maintenant, moi je n'ai plus envie de payer. Je trouve rédhibitoire, abusif, malhonnête, toute cette notion de droit d'auteur, et comme ça, complètement. On veut filmer la tour Eiffel éclairée, alors il faut payer 50 000 francs pour la création de l'artiste qui a mis les lumières. Alors, moi je prends ou je prends pas. Anne-Marie, elle tient à être régulière. Moi je dis bon, le film, je fais pas mal de films qui ne sont pas sortis, 100 francs et de plus, ouais. Ou bien j'offre, on fera le procès. On dira mais on vous paye, monsieur, mais on vous paye au prorata des recettes, comme à la télé, puisque c'est comme ça que ça se fait à la télévision. Nos films font 3000 entrées, on déduit comme la télévision tant pour cent, et on vous vend, on veut pas voler, mais on veut pas payer, comme j'avais fait sur Nouvelle Vague, 30 000 $ à Patti Smith pour 10 secondes de sa musique. On le prend, ensuite on verra bien, et puis on fait le procès. Il s'agit pas de gagner sur eux. Si c'est la loi, on suit la loi. Et je trouve plus que malhonnête le fait qu'on puisse, une fois qu'on est passé par un moyen, qu'on puisse dire ça m'appartient, et donc même j'interdis, comme les héritiers de Matisse interdisent comme ça. C'est un vrai scandale, mais enfin, ça n'est rien. Moi, sur mes films, quand on me demande des droits, je réponds même pas. De reste, je n'ai plus de droits sur les films, je voulais plus m'occuper de ça. Et je ne réponds même pas. Alors, Bernard Edelman, vous êtes aussi avocat. Alors, je pense que ça doit vous interloquer. Non? Oh, j'ai l'habitude. Bon, alors. Oh, bah, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de réagir, hein. Si, ça m'amuse beaucoup. Il y connaît rien. Il y connaît rien, mais en même temps... En droit, vous voulez dire. En droit, oui, bien sûr, en droit. Il dit n'importe quoi. Mais en même temps, c'est symptomatique. Bon, d'un côté, je comprends parfaitement qu'on puisse s'élever contre, effectivement, la protection des lumières de la tour Eiffel. Bon, mais à mes yeux, c'est une sorte de dévoiement du droit d'auteur qui, à l'heure actuelle, protège un peu tout et n'importe quoi, un peu sur le mode du copyright, protège n'importe quelle valeur. Bon, donc là, je le comprends très bien. Mais en même temps, venir à partir d'un petit point de détail, l'éclairage de la tour Eiffel, contester l'ensemble du droit d'auteur, ça me semble un petit peu exagéré. Bon, enfin, c'est mignon, quoi. Bon, on va revenir. Gilles Philippe, vous avez cité Foucault, et je crois effectivement que c'est aussi un texte important, où il y a des textes très importants. D'ailleurs, Bernard Edelman y fait allusion aussi dans son texte. Et la question que pose Foucault, c'est, il part d'ailleurs de Beckett, hein, il part de cette formule de Beckett, qu'importe qui parle. Hein, et il dit finalement, bon, on a constaté
c'est, on a constaté à une période, peut-être plus aujourd'hui, mais un souci donc d'effacement de la souveraineté et de l'autorité. Bon, ça on ne doit pas simplement en rester au constat. Maintenant, il faut repérer justement les emplacements où s'exerce la fonction d'auteur. Et là, on change, là, on n'est plus dans le sujet auteur, on est dans une fonction. Et il propose quatre lignes. D'abord pour signaler que étudier le nom d'auteur, ce n'est pas étudier un nom propre ordinaire. Hein. Il nous invite à étudier aussi le rapport d'appropriation, en nous disant que l'auteur n'est ni le propriétaire, ni le responsable de ses textes, ni le producteur, ni l'inventeur. Troisième point, c'était le rapport d'attribution. Et ça aussi, c'est un problème critique très important. C'est-à-dire que l'attribution d'un texte à un auteur, c'est le résultat d'opérations critiques complexes. Hein, c'est toute la question aussi de l'œuvre. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre d'un auteur? Comment on peut l'identifier? Et quatrième point aussi qu'il suggérait, c'était d'étudier la position de l'auteur dans son livre, avec l'usage des embrayeurs, les simulacres du scripteur. Bon, Gilles Philippe, ça, ce sont des choses que vous connaissez très très bien. Vous avez longtemps travaillé sur les récits de la pensée, dans le sujet verbe complément, un de vos derniers livres, là, c'était aussi présent. Donc, est-ce que justement, on ne pourrait pas être amené à penser le sujet écrivant et pensant, non pas à partir d'une figure du sujet comme personne ou comme individu, mais justement à partir d'un fonctionnement, d'une fonction textuelle. Gilles Philippe. Les citations les éléments que vous repreniez du texte de Foucault, effectivement, vont un peu dans tous les sens. Il est assez difficile de les lier en faisceau, puis de trouver quelque chose de particulièrement, qui ferait une colonne vertébrale tout à fait satisfaisante. La grande nouveauté, bien sûr, tout cela nous paraît aujourd'hui un petit peu daté, c'est de mettre effectivement l'auteur plutôt en aval du texte qu'en amont, c'est-à-dire de se demander effectivement ce qui est créé par le texte en termes d'autorité, et notamment par ce qu'on appelle maintenant sa scénographie, c'est-à-dire la façon dont le texte se met en scène et va jouer sur des marques qu'on appellera des marques énonciatives pour se situer dans le champ, pour effectivement affirmer une présence ou une absence d'un locuteur. Ce ne sont pas des éléments purement descriptifs, et ce ne sont pas des éléments sans enjeu dans la lecture, même si on n'y pense pas, même si la lecture naïve saute bien sûr par-dessus ces éléments, même si après la lecture d'un texte on demande parfois à quelqu'un si c'était à la première personne ou à la troisième, et la personne, le lecteur ne peut pas répondre. Ça a quand même considérablement conditionné sa lecture. Les textes se construisent effectivement autour par leur textualité même, une illusion de sujet, alors qu'on va reprendre ensuite à travers un filtre idéologique ou un filtre épistémologique dont on pourrait débattre à l'infini, le filtre psychanalytique par exemple, ou bien le filtre marxiste. Il y a eu énormément de travaux dans les années 70 autour de cette idée que l'effet sujet est un effet construit non seulement par le texte, mais même au-delà par le langage lui-même. C'est la fameuse théorie d'Althusser, reprise et servant à gloser un nombre de textes de façon tout à fait exotique maintenant, qui pour nous qui venons une trentaine d'années plus tard. Mais je remets au débat. Je comprends bien, mais oui, monsieur, qu'est-ce qui vous semble contemporain? Parce que à vous entendre, c'est toujours du passé. Et j'aimerais savoir comment vous envisagez ces questions-là aujourd'hui, dans notre modernité. Qu'est-ce qui vous semble contemporain à l'heure actuelle? Gilles Philippe. La réponse vous surprendra peut-être, mais tout cela me semble très contemporain. Ce que j'essaie simplement de dire, c'est que les formulations qu'on a données sont des formulations qui sont historiquement marquées, et qu'on essaie simplement dont on ne peut pas nier, à mon avis, la dimension, l'épaisseur historique. Mais tout cela me semble parfaitement contemporain. En lisant les nombreux témoignages qui apparaissent dans votre livre, ou les nombreuses problématisations, alors que vous arrêtez à la Révolution française, on est frappé par le fait que ce sont nos débats qu'on retrouve et qu'on retrouve depuis longtemps. Ça fait curieux contemporain quand même. C'est pas une catégorie que je revendique, c'est le contemporain ou de la contemporanéité des idées. Leur historicité, oui, et notre contemporanéité est aussi généalogie, d'accord. Une généalogie, mais en même temps on est
disons, on n'arrive pas à s'en sortir sur des limites qui se posent à chaque instant sur... De quoi voulez-vous vous en sortir? Je comprends pas, moi je suis bien dedans. On n'arrive pas à se sortir disons, de ce problème de délimitation entre ce qui est de l'ordre individuel et du collectif. Comme vous le savez, ce que la jurisprudence essaie à chaque instant ou sur chaque cas de reposer. Bien sûr. Claude Coste, est-ce que vous en pensez est-ce que vous reprenez à votre compte justement l'idée de l'auteur en aval, de l'effet sujet? Est-ce que ça vous paraît alors contemporain ou pas? Moi, ce que je dirais, c'est que tout sujet de l'énonciation, alors peut-être que c'est pas très au point d'un point de vue linguistique grammatical, mais suppose quand même un individu. Il y a un sujet antérieur au simple sujet de l'énonciation. Il y a quelqu'un qui parle. Alors ce quelqu'un, soit il parle en son propre nom et dans ces cas-là c'est l'individu, soit il a une parole collective. Hein, et on a tendance à associer la notion d'auteur, me semble-t-il, avec, vous le dites très bien dans votre livre, hein, c'est une grande clarté, avec la notion d'individu. Est-ce que quand je parle, c'est moi qui parle dans ma petite singularité, ou est-ce que je suis un porte-parole? Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que dit Barthes, c'est où commence le sujet. Au fond, c'est ça, au sens de l'individu. Hein. Et la grande question que pose Barthes, c'est qui suis-je? Et donc, il ne peut pas séparer la question du qui suis-je. Hein. Est-ce que je suis un individu? Ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce que ma singularité est une illusion? Et d'autre part, si je suis quelqu'un, est-ce que donc je peux devenir un auteur? Et il n'y a que ou alors, est-ce que je suis un porte-parole? Oui. Alors, quand même, Bernard Edelman, vous, quand vous reprenez aussi la question du sujet pensant et du nom propre du philosophe, parce que donc vous partez de cette figure, donc du sujet philosophe individu, et vous dites, on pourrait penser que c'est un nom propre finalement qui parle, mais au nom de l'universel. Alors c'est une formulation je trouvais intéressante parce que donc un nom propre, on a vu que le nom propre de l'auteur n'était pas un nom propre ordinaire, mais qui parle au nom de l'universel. Et il y a quand même tout un débat là-dessus sur la prise de position. C'est Kant, oui. En même temps, c'est complexe parce que on associe. Vous, par exemple, vous parlez de la question du génie. Effectivement, qui a été reprise de manière romantique, mais en même temps. Le génie chez Kant n'est pas encore cela. Je veux dire, c'est intéressant parce que par exemple, la critique de la faculté de juger, lorsqu'il définit le génie, il dit c'est le talent, le don naturel qui permet de donner à l'art ses règles. Et il dit aussi, le génie c'est la disposition innée de l'esprit par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles. Donc, ce n'est pas ici un génie, donc un individu qui vient. C'est pas un génie singulier. Non. Oui, c'est pas un génie singulier. Donc, c'est à travers lui que la nature donne à l'art ses règles. Hein. Oui. Donc, on n'est pas encore dans effectivement cette. Non, mais Kant, c'est le paradigme des Lumières, c'est-à-dire Kant, c'est les Lumières qui s'adressent au peuple, hein, et c'est là que Fichte interviendra en mettant du singulier dans l'universel, en disant les Lumières s'adressent au peuple, mais moi je réfracte à ma manière les Lumières. Mais ce qui me semble très intéressant dans ce débat, d'abord qu'on se pose la question où commence l'individu, où commence le collectif. Bon, on peut se la poser jusqu'à la fin des temps. Évidemment, mais le droit d'auteur là, parce qu'il faut un petit peu en revenir aux marques qu'il nous donne et qu'il nous permet de mieux penser ce type de questions. Le droit d'auteur s'est quand même construit autour précisément de cette double figure. À la fois le sujet a été pensé sous l'Ancien Régime comme le propriétaire, et le collectif, lui, a été pensé sous la figure du contrat social. C'est-à-dire, vous aviez cette réflexion qui consistait à dire, au fond, l'auteur n'existe pas, il prend tout à la société, il est le fils de son temps, le fils de son siècle, et, par voie de conséquence, il doit le lui rendre. Donc il prend pour rendre. Donc vous avez dans ces deux figures fondamentale du droit d'auteur, la figure de la singularité traduite juridiquement par le droit de propriété, et la figure du contrat social traduite juridiquement par le domaine public, ce que d'ailleurs Victor Hugo reprendra, et je ne sais pas si vous êtes au courant du dernier arrêt de la Cour de Paris sur la suite des Misérables, c'est assez extraordinaire. Bon, si on a le temps, on en reparlera, mais c'est assez extraordinaire. Donc vous avez cette double figure, en tout cas continentale,
je passe sur les États-Unis, ce serait trop long, mais la double figure sur laquelle vous vous interrogez, sur laquelle Foucault s'est interrogé, ou même Barthes, nous la retrouvons extrêmement bien cristallisée. Droit de propriété égale expression juridique de la singularité, et puis contrat social égale expression juridique du collectif. Gilles Philippe. Il y a un troisième élément qu'on doit faire intervenir, que vous faites intervenir d'ailleurs constamment, c'est la notion de travail, effectivement. La façon dont on a, au bout du compte, on a réussi à lier l'impossible évaluation de la singularité ou l'impossible évaluation à la fois du collectif comme source ou comme disons visée de l'œuvre singulière, c'est la notion de travail. C'est ce qu'on va récompenser chez l'auteur. C'est finalement une formulation qui est apparue à peu près satisfaisante à tout le monde. C'est le travail qu'il a fait pour soit cristalliser ce qui était dans le domaine commun, soit alors faire passer effectivement de la nature. Vous avez raison, mais c'est pas une troisième catégorie. C'est ce qui permet de passer de l'un à l'autre. Oui, voilà, c'est du passage. C'est pas une catégorie, c'est du passage. D'accord. C'est du go-between. Hein. En tout cas, c'est vrai. C'est le chose qui a permis une formulation à peu près acceptable, me semble-t-il. C'est vrai. C'est sûr. Mais alors, est-ce que là, dans notre débat, il n'y a pas deux éléments? C'est-à-dire que d'un côté, on parle de la figure juridique aussi que prend le droit intellectuel, et de l'autre côté aussi, il y a tout simplement la pensée philosophique pour réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un jeu qui pense, un jeu qui parle, et qui a aussi son historicité. Hein, si je peux me permettre de faire une petite intervention là-dessus, ça c'est une question, à mon avis, très contemporaine pour le coup, et très passionnante, c'est-à-dire quelle est la relation du jeu avec la norme. Et nous pouvons aussi bien penser à l'autobiographie, entre guillemets, philosophique. Quel est le jeu de Descartes, par exemple? On peut s'interroger dessus. Ou le jeu de Nietzsche, d'un côté, mais quel est en même temps le jeu du juriste? Quand le juriste dit je, quel jeu, J-E-U, peut avoir ce jeu avec la norme. Et là, vous avez à l'heure actuelle un certain nombre de juristes de l'école des hautes études qui ont lancé des débats que je trouve très passionnants, avec lesquels je suis absolument pas d'accord, mais peu importe, très passionnants, à savoir des débats sur la fiction juridique. Jusqu'où peut aller la fiction juridique? Jusqu'où puis-je m'emparer d'une fiction juridique pour dire moi-même, vous voyez? Donc c'est toute la possibilité de s'emparer de la norme, de la faire jouer à son profit et d'en tirer un jeu. Vous pouvez donner un exemple concret? L'arrêt Perruche, par exemple. Tout le monde connaît l'arrêt Perruche. L'arrêt Perruche où vous avez Olivier Kella qui vient nous dire les droits de l'homme me donnent le droit d'être fou. Alors, je vais vous dire, entre les droits de l'homme, ça n'existe pas, il n'y a pas article 1, le peuple français décrète, vous avez le droit d'être, tous les hommes naissent fous et égaux en droit, non. Mais, bon, pouvoir tirer la déclaration des droits de l'homme, le droit d'être fou, voilà ce que j'appelle un jeu avec la norme, c'est-à-dire comment j'investis la norme pour dire jusqu'à la folie. Vous voyez, je passe. Vous avez Marcella Yacoub qui vient nous dire. Elle est venue ici en parler. Ah bon, alors. Voilà. Mais je reviens quand même à la question du jeu. Vous avez parlé de Descartes. Effectivement, c'est toute la réflexion sur ce que c'est que le je pense donc je suis, ce qui n'est pas, où les jeux ne sont pas forcément les mêmes. C'est pour c'était Lévinas qui observait ça. Ou effectivement, vous citez Nietzsche, le jeu ou l'emploi du nous sont très problématiques. Du collectif, justement, qu'est-ce que le statut de collectif? C'est très complexe. Donc, ce que je voudrais simplement vous demander, c'est si aujourd'hui ces questions de remise en cause de la notion de sujet et ce jeu qui parle et qui pense, ou qui pense et qui parle, est-ce que ça vous paraît exotique, ou est-ce que c'est une question vraiment qui se pose dans l'écriture spéculative, ou pas seulement spéculative, aujourd'hui? Claude Coste. Alors, je crois que oui, et je voudrais revenir à Barthes parce qu'il donne beaucoup de pistes, me semble-t-il. Mais il me semble qu'il y a chez Barthes d'abord un sentiment très très fort de sa singularité, et qui s'exprime surtout dans les dernières œuvres. Je ne suis pas pareil aux autres. Et je cite cette phrase, c'est de Gide. Vous savez, c'est dans Si le grain ne meurt, le jeune André est pris de ces fameux showdowns, ces tremblements, et il s'écrit « Je ne suis pas pareil aux autres », ce qui signifie en fait qu'il prend peu à peu conscience de sa singularité. Et Barthes cite ce fameux passage dans un de ses premiers textes, comme si l'évidence de ma singularité est quelque chose qu'obsédait Barthes. Mais il ne sait pas de quoi est faite sa singularité, comme Gide ne sait pas
qu'il est, il sait qu'il est singulier, mais il ne sait pas de quoi elle est faite. Alors, il y a cette espèce de passion de la singularité chez Barthes, qui me paraît très très forte. Mais alors, comment lui donner une forme? Qu'est-ce que c'est que cette singularité? Et je crois que la réponse, elle est à la fois philosophique et littéraire. C'est une combinatoire. Qu'est-ce que je suis? Je suis la combinaison d'éléments, mais qui sont banals, qui sont empruntés à d'autres. Si on prend le fameux j'aime, je n'aime pas. Vous avez tous lu bien sûr ce passage. On se retrouve. Voilà, on se retrouve sur j'aime, je n'aime pas. Je ne sais plus tout quel passage. Je ne m'aime pas. On pourrait aussi trouver ça. Et ça c'est ça route. Simplement, il y a une sorte de combinaison. Les fameux punctum, je le mets au singulier. Le punctum de la chambre claire. On peut se retrouver sur un punctum. Et là, nous sommes 4 autour de cette table. On se retrouvera pas exactement sur les mêmes, et on aura toujours un punctum supplémentaire qui va nous distinguer. Donc, le sujet, c'est une combinatoire d'éléments empruntés au réel. Et l'écriture, c'est la même chose. L'écriture, c'est à partir des textes, parce que tout a déjà été dit, une combinaison qui sera unique. On pourrait dire que la chambre claire, c'est une réécriture de La Recherche du temps perdu, c'est une réécriture de l'imaginaire de Sartre, de très loin, c'est une combinaison de tout, mais ça fait du Barthes à l'arrivée. Et la singularité, à la fois comme sujet et comme auteur, et là les deux se retrouvent, c'est quoi? Je suis quelqu'un qui combine de façon profondément singulière des éléments empruntés au monde. Je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous pensez du droit à la paternité? Du droit à la paternité. À la paternité de quoi? De son œuvre. Alors, je crois que Barthes, la figure du père est importante chez lui, c'est tout ce qui relève de la théologie, de Dieu le Père, etc. Il dit, je ne suis pas propriétaire du sens de mon œuvre. Et il acceptait n'importe quel commentaire de son œuvre. Et il n'a jamais fait obstacle, je crois, au moindre commentaire. Mais, en revanche... Pourquoi il a refusé que ses cours soient publiés? Il n'a pas refusé. Claude Coste est l'éditeur. Non, mais que le passage de l'oral à l'écrit, il y a un procès... mais c'est pas lui qui l'a fait, le procès. Oui, c'est ça, c'est l'ayant droit, absolument. Il était mort depuis une bonne dizaine d'années. Oui. Et Claude Coste a publié donc Comment vivre ensemble pour le Collège de France. Et là, le procès a eu lieu parce que tout simplement, des gens bien connus ont publié un texte qu'ils n'avaient pas le droit de publier, si vous voulez. C'est de cet ordre-là. Voilà. Mais ça aurait pu être un texte écrit. C'est pas une opposition entre l'oral et l'écrit. Il y a des inédits de Barthes. Si on les publiait, il y a des lettres. Si on les publiait, elles tomberaient sous le droit. Je me permets de dire aussi, Bernard Delman, que peut-être que la métaphore serait plutôt la maternité d'auteur chez Barthes. Non, mais je citais le code de la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle le droit moral, à l'intégrité, le droit à la paternité et à la qualité. Alors, juridiquement, il y a un droit à la paternité. Mais, pardon, Barthes, il y a un droit au commentaire. On peut dire ce qu'on veut d'un texte. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il est très très sauf libéral. Le signer à sa place. Sauf le signer à sa place, exactement. On va entendre un artiste qui n'hésite pas à affirmer son nom, même si c'est son nom de choix d'artiste. Nous reprenons notre débat sur est-on propriétaire de ses idées, et je voudrais rebondir sur la formule de Claude Coste, la combinatoire. Est-ce que finalement on ne peut pas penser ce sujet, pensons aussi comme une combinatoire, et là j'aimerais aussi revenir à Foucault et à cette formule que vous commentez sur les instaurateurs de discursivité. C'est-à-dire qu'un auteur, pour Foucault, c'est celui qui ouvre des espaces, il ouvre des discours,
qui s'inscrivent justement dans cette ouverture, dans cet espace. Il prend l'exemple de Marx ou de Freud. D'une certaine manière, l'auteur aussi, il est multiple. Alors, sans forcément qu'on parle là de descendance après l'auteur, vu ce qu'il a ouvert, mais plus simplement d'une multiplicité qui, après lui, eh bien, d'auteurs, de discours qui reprennent un certain nombre de ces figures, qui les dispersent. Alors, est-ce que ça nous amène pas justement, alors là pour le coup, à penser cette combinatoire non seulement en synchronie, mais aussi en diachronie. Gilles Philippin. Je crois en tout cas qu'on gagne à quitter le paradigme littéraire quand il s'agit de parler de philosophie. Effectivement, la question de la propriété intellectuelle ne se pose pas du tout de la même terme quand il s'agit d'une œuvre à vocation singulière, qui promet une singularité, alors on pourra en débattre à l'infini, mais et puis d'autre part d'une mise au débat d'un ensemble de concepts ou d'un appareil d'idées, etc., qui en revanche ont vocation non pas à être commentés, mais à être débattus, et non pas à être commentés comme des positions singulières, mais être commenté comme, ou des formulations singulières, mais être débattu comme des choses qui sont mises à la disposition de tous et ayant vocation à cela. C'est pour cela que tout est sans doute un petit peu faussé dans nos approches par l'impossibilité de fait auquel nous sommes confrontés de nous débarrasser de la question de la singularité. Alors, il y a eu des tentatives pour disons mettre des mots sur cette fiction de la réinstauration du discours par lui-même. Les analystes du discours parlent, par exemple, je pense à Frédéric Kossuta que vous avez reçu, François Nodelma, de discours constituant, c'est-à-dire de discours qui se pose comme si personne, en gros, n'avait parlé avant eux. Non pas qu'il n'y aurait pas d'intertexte, mais au sens où il assez proche de Foucault en cela, au sens où, eh bien, il considère que le problème ou le discours serait, partirait de zéro, et non pas, il ne serait pas dans la pure gestion de ce qui a été dit précédemment. Alors c'est une pure fiction, c'est une fiction nécessaire pour pouvoir penser, à savoir, je ne suis pas simplement en train de retraiter un matériel qui a été mis à disposition de tous, mais je rebrasse les cartes, je rebats les cartes. Bernard Adelman. Oui, il y a deux choses, moi, sur lesquelles je m'interroge. Bon, d'abord, dans le texte de Foucault, moi, ce qui me semble important, c'est le mot fonction. C'est-à-dire, il me semble, mais c'est assez ambigu chez Foucault, se poser la question de la fonction d'un texte dans un contexte déterminé. La fonction du texte médiéval, c'est pas la même fonction que celle du texte du XVIIIe ou celle du XXIe siècle. Alors, déjà, on sort un peu, si vous voulez, de la littéralité, si je puis dire, avec le terme de fonction, c'est-à-dire où ça se situe, quel est son rapport avec l'imaginaire social et quel rôle ça peut jouer, quel est le rôle de la fiction. Et ça nous permettrait, c'est le deuxième point, le rôle de la fiction aujourd'hui. On pourrait s'interroger sur lui, c'est-à-dire, on a entendu tout à l'heure Godard, mais on peut lire aujourd'hui toute une interrogation sur le rôle de la fiction, que ce soit la télévision, la télé-réalité, le documentaire, et à mon sens, ça c'est la vraie question contemporaine, à mon sens, je dis bien, la vraie question contemporaine, quel est le rôle aujourd'hui dévolu à la fiction, en sachant, hélas, c'est comme ça, que la fiction prévalente aujourd'hui, c'est la fiction du cinéma, de l'image, de la télévision, et non plus celle du texte, et je dis bien hélas. Donc, mais alors, si justement sur le statut, la nature du texte, Gilles-Philippe disait, il a peut-être le paradigme de la littéralité ou la littérarité plutôt, n'est pas forcément le bon par rapport à parler du texte philosophique. Là, j'aimerais revenir une dernière fois à une référence que fait Barthes dans Écrivain sur la distinction de l'écrivain qui a un usage transitif de la parole et de l'écrivain lui qui a un usage intransitif. Et il dit justement que
la fonction sociale, je le cite, de la parole littéraire, c'est de transformer la pensée en marchandise, ce qui d'ailleurs la rend donc plus positive et qu'on peut donc lui donner le prix d'une marchandise. Alors que c'est beaucoup plus difficile avec la parole intellectuelle, la parole écrivante, même si, attention, cette distinction lui-même on le reconnaît qu'elle est pas évidente à faire et qu'il y a des mixtes, mais justement c'est difficile de faire de la parole intellectuelle, des idées justement, des marchandises comptables. Claude Coste. L'opposition entre écrivain et écrivant et c'est la plus célèbre de Barthes. C'est aussi la plus difficile à commenter. On a du mal à lui donner un contenu parce que je crois que on pourrait mettre une grande partie de la production intellectuelle au sens noble du terme dans la dimension de l'écrivain chez Barthes. Je crois qu'il réservait quand même l'écrivain à une activité de communication immédiate, si vous voulez, même noble comme ce que nous faisons là. Nous sommes dans l'écrivance, enfin dans la parlance dans ces cas-là. Mais je crois que si on parlait si on considère des ouvrages un peu plus élaboré sur le plan philosophique, on serait pas loin de l'écrivain pour Barthes. Donc la cassure ne serait pas d'un côté les œuvres de pensée, de l'autre côté la littérature. Je pense. Mais il souligne quand même cette question de l'objet marchandise, c'est-à-dire est-ce que par rapport à, je dirais, une volonté de désappropriation, d'effacement, il n'y a pas, disons, une réappropriation juridique ou et marchande du texte qui est justement conçu comme le produit d'une parole justement qui peut devenir objective parce que c'est la parole d'un écrivain qui fait un texte comme on pourrait faire un roman. Oui, Bernard Edelman. Le marché se pose pas les questions que vous posez. Il fonctionne en tout cas. Il fonctionne. Oui, il fonctionne, mais pas sur les distinctions. Hélas, le marché ne se demande pas combien vaut Descartes ou combien vaut Barthes, vous savez. Il construit des auteurs avec des top 50, voilà. Oui, mais bien sûr. Si vous voulez le croire, croyez-le. Essayez de vendre Descartes, vous verrez combien vous en toucherez. Moi, je veux bien. Dans le cas de l'écrivain, on a davantage un produit visible, puisque c'est la rencontre entre une pensée, au sens très large du terme, et des mots, enfin, entre un signifié et un signifiant. Donc ça constitue un produit, alors que dans la pensée courante, elle peut très bien, le signifié peut se promener d'un signifiant à l'autre, sans se modifier exactement. On peut dire j'ai faim, un pur exemple, j'ai faim, j'ai envie de manger. Ma pensée est pas très forte, mais elle peut immigrer d'une formule à l'autre. Si vous êtes dans Love Story, là. J'ai faim, j'ai envie de manger. Mais donc on peut passer d'une émission à l'autre sans trop de problèmes. Si j'en fais un poème, il va se constituer comme un objet et du coup, il va être beaucoup plus commercialisable, identifiable, tout simplement. J'aimerais qu'on dise un petit mot avant de terminer quand même aussi sur les usages, alors c'est très contemporain, mais les usages électroniques et notamment parce qu'ils remettent en cause un auteur. On a failli passer un extrait musical d'un groupe qui justement lance un appel très fort au copier-coller, à la circulation et en même temps qui attention, peut être aussi, alors je sais bien qu'évidemment en tant qu'auteur, et vous êtes des auteurs, alors on peut être très réticent à tout cela, mais en même temps derrière il y a aussi une volonté de rompre avec justement la marchandise, avec la transformation justement des objets intellectuels en marchandises. Alors comment interpréter ça? Et d'abord comment ça marche? Est-ce qu'effectivement, parce qu'on sait qu'il y a des réseaux qui sont pas simplement des réseaux de je sais pas leur plagiat ou contrefaçon, mais qui sont une manière aussi de vouloir faire circuler, avec les meilleures intentions du monde, de faire circuler des paroles, de les rendre, alors sinon collectives, mais en tout cas de les faire circuler au titre de réseaux, de les alimenter de cette façon-là. Il y a des poésies aussi, on dit poésie électronique ou poésie par Internet. Il y a des groupes justement qui essayent de promouvoir une parole qui est donc qui n'est pas référée à un sujet singulier. Alors comment vous appréhendez cela? Alors, Bernard Edelman, je suppose que vous devez être effrayé. Je suis perplexe. D'abord, je vois, dans le peer-to-peer, le téléchargement, etc., etc. Je vois là une revendication très intéressante qu'on peut d'ailleurs subodorer dans Attaque, les altermondialistes. Oui. C'est-à-dire la seule revendication utopique qui nous reste à l'égard du marché, c'est-à-dire qui n'est plus l'utopie socialiste, mais qui est l'utopie de la gratuité. Alors, je trouve que la manière dont l'abandon des utopies socialistes se cristallise aujourd'hui dans la gratuité, à titre personnel, j'y vois quelque chose de rassurant. De l'autre côté,
De l'autre côté, je vois croître le collectif. C'est-à-dire, on a de plus en plus le sentiment que toutes les œuvres, par le biais des échanges par Internet, etc., deviennent une sorte de fond commun collectif dans lequel tout le monde peut puiser, et la singularité est en train de disparaître. Si la singularité disparaît, le droit d'auteur disparaît. Vous voyez, parce que là, on voit la liaison entre les deux, singularité et droit d'auteur. Si tout se confond dans du collectif comme au Moyen-Âge, on ne sait pas qui a construit Notre-Dame. Bon, on ne saura plus comment est fait un petit morceau de musique en prenant à droite et à gauche. Il y aura plus d'auteur. Bien sûr, mais vous donnez une impression d'un collectif qui est une sorte d'amalgame indifférencié. Or, on peut aussi penser en termes de mise en relation, donc de connexion précisément. Non, Gilles Philippe, comment vous appréhendez ce type de parole justement ou d'écriture? Je serais d'accord avec Werner Edelman pour dire qu'on a une sorte de jubilation mêlée d'inquiétude, ou d'inquiétude mêlée de jubilation. Effectivement, il y a tout cela est tout à fait satisfaisant, rassurant, extrêmement plaisant, l'idée de se dire que on peut dépasser le stade du droit de propriété en termes d'idées ou en termes de droit d'auteur. Cela dit, en même temps, on sait que s'il n'y a plus de droit d'auteur, il n'y a plus d'auteur. Et donc, on peut tout à fait imaginer une sorte de c'est grave. Autorité. C'est grave pour la corporation des auteurs, bien sûr. C'est formidable et c'est grave, oui. C'est grave. Oui. Oh, ça nous touchera pas, nous qui écrivons des livres. Claude Coste, des livres. Claude Coste. Moi, si je devais vivre de mes droits d'auteur, j'aurais même pas pu venir jusqu'à la radio. Ah, mais vous savez bien que même vous êtes payé. Vous êtes payé. Oui, mais vous êtes payé en symbolique. Bon, vive les symboles. Non, je crois que c'est important qu'il y ait les droits d'auteur parce qu'il faut qu'il y ait les auteurs. Mais surtout, il faut qu'il y ait les auteurs parce qu'on l'a bien vu. Si on remet en cause trop la notion d'auteur, on remet en cause la notion d'individu. Et je crois que si c'est une illusion, il faut la garder. Je crois qu'on va trop remettre en cause la notion d'individu et de singularité. Oui, mais là on se replie sur l'individu tel qu'il a été formulé par exemple chez Locke, mais aujourd'hui on peut plus le tenir comme ça. Alors il faut inventer une nouvelle fonction d'individu. C'est pour ça que Barthes me paraît intéressant. Cet individu par combinaison, par combinatoire, tout ce que vous voudrez, comme créateur de monstres. Vous savez, le monstre chez Descartes, c'est ce que l'on crée à partir d'éléments empruntés à des réalités qui existent déjà. Le monstre de la mythologie en particulier. Je crois qu'il faut alors réinventer l'individu, mais pas celui de Locke. C'est un petit peu. Tant mieux. Écoutez, tant mieux. Mais bon. Oui. Non, mais le souci de soi, par exemple chez Foucault, c'est aussi une pratique sociale. Tout à fait, donc, est-ce qu'il faut revenir à ce paradigme d'opposition entre individu et société? Il me semble qu'il est peut-être un peu obsolète. Bien sûr. Non. Mais pourquoi être un individu contre ou en dehors de la société? Non, mais on peut l'être au sein de la société. Oui. Gilles Philippe? Je crois qu'on a une position de consensus que François Edelman nous force à avoir. Non, voudrait que nous n'ayons pas, mais que nous n'arriverons pas à briser, parce que de fait, on sera tous d'accord pour mesurer effectivement le caractère artificiel ou le caractère fictionnel ou fictif de ces notions même à travers le fil postmoderne, etc., du jeu entre le collectif et le singulier, etc. Néanmoins, on n'arrive pas à penser autrement un système qui fonctionnerait, et je crois que sans être d'un utilitarisme absolument démesuré, c'est aussi un critère qu'il faut prendre en considération dans la façon dont on évalue toutes ces données. Bon, je vous remercie en tout cas, même si j'ai pas réussi à briser votre consensus d'auteur. Et je voudrais renvoyer donc aux ouvrages tout à fait remarquables des auteurs qui sont autour de cette table. Donc Claude Coste, je voudrais bien sûr renvoyer à ce livre très important de Barthes, Comment vivre ensemble, dont vous avez fait l'édition. C'est vraiment un texte très fort. Vous aviez écrit aussi sur Roland Barthes moraliste aux éditions du Septentrion en 98. Bernard Edelman, alors dans votre nombreuse bibliographie, on peut citer le plus récent, dont on a évoqué plusieurs pages aujourd'hui, Le Sacre de l'auteur, publié au Seuil, et puis je renvoie aussi à L'Adieu aux arts, chez Flammarion en 2001. Gilles Philippe, bien vous venez de publier Flaubert savait-il écrire aux éditions Élug, et aussi un livre pour lequel vous avez reçu un magnifique livre qui s'appelle très important, qui s'appelle Sujet verbe complément,
publié chez Gallimard dans la collection Idées, la Bibliothèque des Idées, en 2002. Alors, vendredi prochain, j'ai une petite précision à vous faire, parce que vendredi prochain, vous retrouverez Raphaël Antoven, mais je vous tiens à préciser, c'est pour une émission, en fait, sur le texte de Tocqueville, sur de la démocratie en Amérique. Quant à moi, je vous retrouverai le 4 juin pour le sujet suivant, à quoi bon progresser? Oui, on va se poser à nouveau cette question. Wo ein hundsköpfiger Adler von seiner Leber. Wo ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner Leber. Ein hundsköpfiger Adler täglich. C'était Philosophie en situation, présenté par François Loudelman, à la réalisation Pierrette Perronneau et Bruno Gagnère. Nous retrouvons maintenant La philosophie autrement de Christine Goémé. La philosophie autrement. Comme la mémoire est courte, évidemment sélective, pardon, car le présent nous imprègne, nous immerge plus que nous le souhaiterions, nous avons oublié que les philosophes n'ont pas toujours été professeurs ou éditeurs comme c'est le cas aujourd'hui. Ils étaient, pardon pour cet anachronisme vulgaire, freelance. Ils devaient souvent s'expatrier, changer de métier, parfois de religion. Pensons au Larvatus Prodeo de Descartes, je m'avance masqué. Ils étaient menacés de mort, leurs livres brûlés, leur corps torturé. Pensons à Vanini, excusez-moi, j'ai une petite angine, dont la langue fut arrachée en place publique, ou à Giordano Bruno brûlé vif, etc., etc. Alain Gros-Richard, bonjour, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Genève et membre de la cause freudienne, ce qui vous et nous permet de relire grâce à vous les œuvres philosophiques du passé avec les instruments de notre modernité, Freud, Lacan, Coéré ou Foucault par exemple. Nous allons parler avec vous des identités possibles du philosophe et pour cela nous appuyer sur des exemples concrets que nous donne le siècle des philosophes, c'est-à-dire le siècle des Lumières. Voltaire, Diderot, Rousseau, Condillac, Dolbar, Helvétius, Bacon, Locke et les autres étaient avant tout considérés comme des penseurs scandaleux. Alain Gros-Richard. Oui, scandaleux. D'abord une petite correction. Vous avez dit que j'étais professeur de philosophie. En fait, je suis dans un département de littérature vous êtes philosophe, française. Pardon. Mais précisément pour la question qui nous occupe des philosophes du XVIIIe siècle, au fond, la littérature est une littérature philosophique où la philosophie prend des formes littéraires variées qui vont du conte au roman, en passant par le théâtre, etc. Alors, en effet, le siècle des Lumières, celui qu'on appelle le siècle des philosophes, nous pose une question, nous amène à réviser un petit peu l'image qu'on se fait traditionnellement du philosophe, en tout cas pour les gens de l'époque c'est un peu cela, émerge vers le milieu du XVIIIe siècle, mais peut-être un petit peu avant, une nouvelle figure qui va être baptisée celle du philosophe et qui est une figure neuve qui va de plus en plus prendre d'importance et différents visages, une variété, multiplicité, en même temps une certaine forme d'unité. Il va y avoir d'ailleurs beaucoup de livres, de pièces de théâtre, d'essais qui vont s'appeler Le philosophe. Par exemple, des pièces de théâtre seront données à la Comédie Française portant ce titre, des essais contre les philosophes portant c'est le titre de philosophe réellement seront donnés en public. Et donc le philosophe prend une place très grande dans le public.
Oui, ce qu'il faut noter, le titre que vous avez choisi, là, les identités possibles du philosophe, je crois que là est le cœur de la question, c'est-à-dire que les philosophes ont, par nécessité, mais aussi par position, je ne dirais pas doctrinale, mais ils sont dans un rapport à l'identité qui est problématique. Déjà par la censure, ils sont obligés d'adopter des pseudonymes ou de publier de façon anonyme. Voltaire a 157 pseudonymes. D'autres font des publications à Persépolis ou à des pseudo-lieux d'édition. Il y a donc tout un jeu de masquage pour éviter la censure à la fois ecclésiastique, parlementaire et royale. D'autre part, cette pluralité, disons des identités possibles, vient de ce que l'inspiration philosophique au XVIIIe siècle est une inspiration qui se réfère au philosophe Locke et à son essai sur l'entendement humain, à l'intérieur duquel d'ailleurs se trouve le fameux chapitre qui pose la question de l'identité personnelle, et qui n'est plus une identité substantielle, mais l'identité, ce qui constitue l'identité personnelle, c'est la conscience, c'est-à-dire un certain rapport de soi à soi, c'est-à-dire un rapport de soi à soi-même comme autre, ce qui correspond tout à fait à ce type de production qu'on va trouver par exemple chez Diderot, le rapport à lui-même comme altérité qui apparaît dans le Neveu de Rameau, qui apparaît dans différents aspects. Puis il y a aussi au fond, ce dans quoi se résume cette présence des philosophes au pluriel au XVIIIe siècle, c'est peut-être l'œuvre de l'encyclopédie, qui est une œuvre plurielle, faite par une société de gens de lettres, une société de gens de lettres qui va constituer donc le point de référence et le grand œuvre de cette époque. Alors, donc vous disiez 157 pseudonymes pour Voltaire, à peu près pour Voltaire. Selon le catalogue de la BN. Donc, évidemment, il y a tout un travail sur l'identité, puisque d'une certaine manière, on définit plutôt les philosophes par la négative. Ce sont ceux qui critiquent la religion, ce sont ceux qui critiquent l'autorité, ce sont ceux qui critiquent, qui sont du côté de la tolérance, et donc du coup, ce sont plutôt des qualités de négatives. Ils ne sont pas du côté de. Oui, une des caractéristiques, c'est évidemment l'esprit critique contre toutes les formes d'autorité. Ça peut aller jusqu'à l'athéisme le plus affirmé chez un d'Holbach ou certains autres. Mais ce qui est important de noter, c'est que dans cette pluralité, cette diversité, cette au fond liberté d'expression recherchée, mais toujours représentée sous des formes nécessairement masquées, se constitue, ce qui a été très étudié par les historiens récemment, à partir de Habermas, c'est un espace public autonome, une sphère au fond de la discussion entre individus privés, mais dont la discussion et surtout les échanges par l'écrit constituent la sphère de ce qui vraiment est une invention de la deuxième moitié du siècle, l'opinion publique. L'opinion publique qui, indépendamment du pouvoir, représente là un espace nouveau dans lequel précisément les philosophes de plus en plus, on pourrait dire, prennent le pouvoir et le reconnaissent eux-mêmes. Alors, au fond, le philosophe qui va travailler cette question de la manière la plus abrupte, c'est évidemment Jean-Jacques Rousseau. Alain Gros-Richard. Oui, de la manière la plus abrupte. Rousseau appartient lui-même à cet espace public. Je veux dire, il entre dans l'opinion
au sens où je viens de la définir, cet espace public, il y entre de manière paradoxale, parce que il y entre en dénonçant les faux-semblants et les apparences. C'est le fameux premier discours sur l'origine, sur les sciences et les arts, dans lequel il met en question le rôle positif du développement des sciences et des arts, c'est-à-dire au fond ce que fait son ami Diderot au même moment en commençant à lancer l'encyclopédie. Et il y entre en se désignant lui-même d'un terme qui va le marquer, Barbarus. Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis, c'est un vers d'Ovide qu'il reprend à son compte. Le barbare ici, c'est moi, ou je suis un barbare parce que je ne suis pas compris de ces gens-là, ceux qui m'entourent, le public. D'ailleurs, il entre dans le public en disant « vous ne me comprenez pas ». Et au fond, son altérité revendiquée, c'est celle du barbare dans la civilisation, mais qui contribue par sa position de barbare à développer la discussion publique et donc à constituer ce champ du débat public. Il reprendra d'ailleurs sans cesse ce problème. Je suis un autre que ce que vous croyez. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis autre que ce que vous voyez, que ce que vous pensez. Et au fond, on a l'impression que Rousseau se vit comme l'incarnation même du malentendu. Oui, la formule « je suis autre », elle apparaît dans les Confessions. C'est le fameux préambule « peut-être je ne vaux pas mieux, mais au moins je suis autre ». Belle définition de l'identité, paradoxale. Je suis autre que tous les autres. À ce moment-là, tous les autres, ce sont notamment ses anciens amis, les philosophes, parce que eux sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes parce que, à travers leurs belles déclarations philosophiques, au fond, ils ne travaillent que pour leur propre intérêt. Ils sont conduits par un développement démesuré de l'amour-propre, une espèce de narcissisme qui les fait à la fois s'affronter et s'associer ensemble pour tenir les rênes de cette opinion publique. Alors, je suis autre que tous les autres parce que je suis resté le même. Moi, je n'ai pas pris de masque. Moi, je n'ai pas pris ce masque auquel la tartufferie, l'hypocrisie de la philosophie moderne conduit chacun à recourir pour en imposer au public, justement. Alors, tout de même, comme d'ailleurs Diderot, comme son ami Diderot et comme Voltaire, il prendra naturellement beaucoup de pseudonymes, il sera obligé évidemment de s'exiler un peu partout, il n'aura jamais d'argent, il sera toujours pauvre, sauf de temps en temps quand un roi d'Angleterre tente de lui donner une pension et il tente de la refuser également. Donc au fond, Rousseau c'est quelqu'un qui est resté lui-même à travers de multiples identités et avec de multiples métiers, puisqu'il a été musicien, écrivain, homme de théâtre, il a joué dans des pièces, il a écrit lui-même des opéras, etc., etc. Donc bon, c'est le barbare, le même qui reste le même, le barbare, dans toutes sortes de configurations. Oui, en fait, son métier qu'il revendiquait, c'était celui de copiste. Il n'a jamais admis que auteur fût un métier pour lui. Bon, cela dit, c'est vrai les confessions montrent que il a choisi toutes sortes d'identités. Il a été amené à prendre des pseudonymes, etc., notamment dans sa jeunesse. Mais quand il signe ses livres, c'est toujours de son nom. Il n'utilise pas de pseudonyme et son nom accompagné de son titre, Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Voilà sa position énonciative et je dirais son identité qu'il revendique jusqu'au moment où il renonce à son titre de citoyen de Genève puisque Genève ne veut pas de lui. Alors cette
position de barbare, ce qui est très intéressant, c'est que tout à fait à la fin de son œuvre, dans une œuvre qui a été longtemps un petit peu ignorée ou négligée, il reprend ce même vers d'Ovide, c'est-à-dire on a l'impression que quelque chose fait cercle dans sa production, que la boucle se boucle en quelque sorte. Oui. Il entre comme barbare dans le champ du regard public pour au bout du compte réassumer cette position de barbare au moment où il est devenu un des arbitres de l'opinion publique à sa façon. Et alors, ce sont les dialogues Rousseau juge de Jean-Jacques qui je dis, c'est un cercle qui semble se boucler. Ça me paraît très important parce que dans le discours sur l'origine de l'inégalité, tout à fait à la fin, il préfigure la fin de l'histoire comme un apparent retour à l'origine. C'est ici le point extrême qui ferme le cercle et touche au point d'où nous sommes partis. Touche au point d'où nous sommes partis, c'est-à-dire l'état de nature, mais il touche sans le rejoindre. C'est-à-dire c'est un cercle qui ne se boucle pas et ou plutôt qui se boucle sous la figure complètement inversée du despotisme où tout le monde est égal, comme à l'état de nature, mais sous la botte d'un seul maître, où tout dans la servilité et dans l'esclavage. Dans l'esclavage, où tout le monde est esclave, où tout le monde est silencieux, non pas parce que c'est le bonheur avant le langage de l'état de pure nature, mais parce que c'est le silence imposé, bâillonné par le tyran, etc. Bon, il y a cette idée de cercle qu'on retrouve aussi dans le contrat social où, au fond, la perversion extrême de la volonté générale, qui est expression, au fond, d'une unanimité, d'une bonne unanimité, réapparaît lorsque un parti a réussi à s'emparer de l'ensemble des volontés particulières, et on trouve cette formule dans le livre 4 du contrat social, à l'autre extrémité du cercle, l'unanimité revient. Et cette unanimité, c'est justement celle qu'expérimente Rousseau à la fin de sa vie, mais une unanimité contre lui. Tout se passe comme si l'opinion avait été complètement gagnée par ses persécuteurs, ses ennemis, et d'une certaine manière, il y a du vrai. Il y a beaucoup d'éléments qui apportent de l'eau à son moulin tout de même. Hein. Il est interdit partout, il est brûlé en effigie, ses livres sont refusés. Alors après les 1000, il peut plus aller carrément, il peut plus aller nulle part. Enfin bon, donc il y a une base concrète tout de même. Oui, non, il y a une base concrète qui au délire. Effectivement, il n'est pas interdit partout. Il vit à Paris à la fin de sa vie, il revient à Paris en 1770, et là, il est libre de ses mouvements. Simplement, il élabore une représentation de l'opinion, il construit un concept de l'opinion publique qui correspond assez à certaines descriptions qu'on a aujourd'hui par les écrivains, mais il le construit, c'est ça qui est intéressant dans les dialogues, un peu à la manière dont Descartes construit son hypothèse du malin génie dans la première méditation, ce malin génie dans un mouvement de doute hyperbolique qui passerait son temps à le tromper. L'opinion apparaît comme une sorte de malin génie cartésien. Il fabrique cette fiction au début de ce texte des dialogues qui va lui permettre, mutatis mutandis, Descartes, par l'hypothèse du malin génie, fondait son existence, qui va lui permettre, par le dispositif de ces dialogues tout à fait fascinants, non pas de fonder son existence, de dire j'existe, mais je ne suis pas celui que représente l'opinion, je suis tout le contraire, je ne suis pas un monstre, je suis bon, je suis au fond, mon originalité, c'est mon originarité, c'est-à-dire que je suis le seul représentant restant au monde de l'homme de la nature. Alors donc, pour ce faire, au fond, il va faire appel à la fiction, Alain Gros-Richard. Oui, les dialogues sont une fiction, c'est en quoi ça n'est pas un texte délirant, c'est un texte délibérément construit, dans lequel... Logique. Oui, d'une logique implacable, et qui dénonce
les sophismes de l'adversaire par la bouche d'un Français qui est le porte-parole de cette opinion manipulée par les philosophes et qui, les philosophes, le clan, la secte philosophique, et qui converse avec un nommé Rousseau à propos d'un tiers qui s'appelle Jean-Jacques. Donc il y a une sorte de dédoublement entre Rousseau et Jean-Jacques. Rousseau se faisant l'avocat de Jean-Jacques devant le personnage du Français représentant l'opinion. Peut-être qu'on pourrait avoir une idée justement de la manière dont ça fonctionne. Je crois que le texte que vous avez choisi justement est un extrait des dialogues. Oui, c'est un extrait du 3e dialogue, et Rousseau fait dire au personnage du Français qui, dans le 3e dialogue, finit par être convaincu qu'il a été manipulé par les philosophes, qui dit ceci. Parmi les singularités qui distinguent le siècle où nous vivons de tous les autres est l'esprit méthodique et conséquent qui, depuis 20 ans, c'est écrit en 1775, donc ça correspond à 1750 à peu près, qui, depuis 20 ans, dirige les opinions publiques. Jusqu'ici, ces opinions erraient sans suite et sans règle au gré des passions des hommes. Et ces passions, s'entrechoquant sans cesse, faisaient flotter le public de l'une à l'autre, sans aucune direction constante. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Les préjugés eux-mêmes ont leur marche et leurs règles, et ces règles auxquelles le public est asservi sans qu'il s'en doute, s'établissent uniquement sur les vues de ceux qui le dirigent. Depuis que la secte philosophique s'est réunie en un corps sous des chefs, ces chefs, par l'art de l'intrigue auquel ils se sont appliqués, devenus les arbitres de l'opinion publique, le sont par elle de la réputation et même de la destinée des particuliers, et par eux de celle de l'État. Leur essai fut fait sur Jean-Jacques, et la grandeur du succès qui dut les étonner eux-mêmes leur fit sentir jusqu'où leur crédit pouvait s'étendre. Alors ils songèrent à s'associer des hommes puissants pour devenir avec eux les arbitres de la société. Et un petit peu plus loin, ces chefs de la Ligue philosophique, associés donc aux chefs politiques, Choiseul, etc., la méprisent et n'en sont pas estimés, mais l'intérêt commun qui les tient étroitement unis les uns aux autres, parce que la haine ardente et cachée est la grande passion de tous, et que par une rencontre assez naturelle, cette haine commune est tombée sur les mêmes objets. Il y a dans ce texte une construction donc de cette opinion qui